La commission d'enquête sur le 11 septembre a publié son rapport en juillet 2004. Sur la couverture, le rapport se présente comme étant le rapport final de la commission. Mais beaucoup de personnes se sont plaintes que ce rapport ne répond toujours pas aux questions importantes. L'une d'elles est le sénateur Mark Dayton du Minnesota. Il ne s'est pas contenté de dire que le rapport nous laissait avec des questions sans réponse. Il a accusé le NORAD et d'autres organismes officiels de mentir aux Américains et au gouvernement. Et la commission, 20 mois plus tard, a oblitéré ces vérités. Ils ont menti au peuple américain, ils ont menti au Congrès et ils ont menti à votre commission du 11 septembre. Il a donné quelques exemples des mensonges du NORAD. Le NORAD a publié une chronologie officielle selon laquelle la FAA a averti le NORAD du second détournement à 8h43. Faux. La FAA a averti le NORAD du troisième détournement à 9h24, selon votre rapport. Faux. La FAA a averti le NORAD du quatrième détournement à un moment non défini, et avant le crash en Pennsylvanie, des F-16 de Langley, des chasseurs étaient positionnés pour protéger Washington. Tout cela est faux. Il a aussi souligné que la commission reconnaît que le NORAD avait fait de fausses déclarations. Et dans ce rapport, les responsables du NORAD ont déclaré qu'à 9h24, ils ont été informés du détournement du troisième avion, le vol 77, faux, également selon votre rapport. Il s'est plaint de l'incompétence des employés du gouvernement. Mais ce que je trouve encore plus choquant et inquiétant, ce sont les erreurs répétées et catastrophiques de nos dirigeants qui avaient la responsabilité de faire leur boulot, de suivre les procédures établies, d'obéir aux ordres des chefs civils et militaires. Ils ont fauté en nous cachant la vérité. Un exemple de leur incompétence est que le NORAD a envoyé nos avions dans la mauvaise direction. Le commandant du NORAD a ordonné aux 3 chasseurs en Virginie de décoller et de voler vers le nord de Baltimore. Quelques minutes plus tard, quand on lui a dit qu'un avion s'approchait de Washington, il a appris que les chasseurs volaient vers l'est, au-dessus de l'Atlantique, loin de Baltimore et Washington. Donc, quand le troisième avion a percuté le Pentagone, les avions du NORAD étaient à 250 km de là, encore plus loin qu'avant de décoller. Certains voient ces nombreux actes d'incompétence comme des fautes innocentes. Pourtant, le sénateur Dayton a déclaré « C'est d'une négligence incroyable ». Le sénateur Dayton a aussi déclaré que si nous laissons nos dirigeants mentir, falsifier des documents et agir avec la plus incroyable et extrême négligence, qu'importent alors nos lois ou l'argent dépensé dans des commissions ou enquêtes. Nous pouvons instaurer tous les contrôles imaginables à charge des contribuables, ça ne vaudra même pas un fonds Enron si les responsables nous mentent, s'ils falsifient les documents et s'en sortent indemnes. Le sénateur Dayton fait partie des millions de personnes à travers le monde qui ont été déçues par le gouvernement des États-Unis. Il fait partie des millions de personnes criant à l'incompétence, aux rapports falsifiés et aux mensonges. Il faudrait donner un bon exemple au monde en encourageant les gens à remettre en doute les rapports officiels. Le rapport de la commission du 11 septembre nous a appris que le NORAD était incompétent. De plus, Barry Zwicker, un journaliste canadien, a fait remarquer qu'il se passait certainement des choses en coulisses, car personne au NORAD n'a été réprimandé pour son incompétence. Le nord-est des États-Unis regroupe plusieurs bases. Mais ce matin-là, aucun avion ne répond à temps à une alerte aussi grave, y compris les escadrons d'Andrews qui avaient la meilleure avance n'étant qu'à 19 km de la Maison-Blanche. Quelle que soit l'explication de cette faute grave, personne n'a été blâmé à ma connaissance. Voilà qui met encore plus en doute cette théorie. En cas d'incompétence, il y a des blâmes. Je me demande, comme devraient le faire les médias, s'ils n'avaient pas reçu l'ordre de rester au sol. Zwicker nous fait remarquer que le président Bush a dit à des élèves qu'il avait vu le premier crash dans la tour nord. Et 20 minutes plus tard, comme il était assis dans la classe, on lui a rapporté le crash du deuxième avion.
À partir de la transcription d'une conférence universitaire à Orlando, en Floride, le 4 décembre. Jordan, un universitaire, qu'avez-vous ressenti quand on vous a parlé des attentats? Applaudissements. Le président. Merci Jordan. Eh bien Jordan, j'étais assis à l'extérieur de la classe attendant d'y entrer. Et j'ai vu un avion percuter la tour. La télé était allumée, évidemment. Je vole régulièrement et je me suis dit que le pilote était vraiment mauvais. Mais j'ai dû bouger de là. Je n'y ai pas plus réfléchi. Ensuite, j'étais assis dans la classe et Andy Card, mon chef d'état-major, est entré et m'a dit « Un deuxième avion vient de percuter les tours. L'Amérique est attaquée. » Et Jordan, je ne savais pas encore de quoi il retournait. Attendez une minute. Le président nous dit qu'il a vu les images incroyables du crash du premier avion. Personne n'a vu le crash du premier avion en direct, parce qu'aucune équipe de télé ne filmait les tours à ce moment-là. Cette vidéo du premier crash nous vient d'une caméra portable qui enregistrait sur bande. Les studios de télé ne savaient même pas que cette vidéo existait plusieurs heures après. Si le président Bush a vraiment vu le premier avion avant qu'il n'entre dans la classe, cela voudrait dire que quelqu'un relayait les images en direct des tours du World Trade Center jusqu'à cette salle de classe, et cela à partir d'une autre caméra. Le rapport de la commission a fait un bon boulot en montrant les incompétences et les mensonges du NORAD. Mais il laisse beaucoup de questions sans réponse qui sont bien plus inquiétantes. Par exemple, la version officielle dit que le feu a causé la désintégration des deux tours. Mais aucun gratte-ciel à structure d'acier n'a jamais été détruit par un incendie. Comment le feu a-t-il pu détruire ces buildings d'acier le 11 septembre quand il n'a jamais détruit de buildings d'acier auparavant ni depuis? Le bâtiment numéro 7 s'est effondré à 17h30 en fin de journée. C'était un autre gratte-ciel d'acier. Avec ses 47 étages, il faisait pratiquement la moitié de la hauteur des tours. Comment et pourquoi ce building s'est-il écroulé? Aucun avion ne l'a percuté. En mai 2002, la FEMA, l'Agence fédérale pour les situations d'urgence, a rendu un rapport dans lequel il était déclaré qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé au building numéro 7. Puisqu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, comment peuvent-ils nous dire que Ben Laden est responsable? La version officielle dit que les tours se sont effondrées lorsqu'un étage a touché l'étage inférieur, et que ces étages sont tombés sur les étages du dessous, créant une réaction en chaîne. Pourtant, les bandes vidéo et les enregistrements sismiques montrent que les étages sont tombés en chute libre, ce qui démontre que les étages n'ont pas rencontré de résistance quand ils en ont touché un autre. Comment les étages d'un building d'acier peuvent-ils tomber sur un autre étage sans être ralentis par le suivant? Alors que les étages tombaient, des nuages de poussière étaient projetés à des dizaines de mètres horizontalement. L'analyse de ces poussières par le gouvernement montre qu'il s'agissait de béton. Comment le béton de ces tours a-t-il pu être pulvérisé en une aussi fine poussière? Et qu'est-ce qui a pu projeter la poussière à des dizaines de mètres au dehors? La NASA et la Commission géologique américaine ont mesuré la température des décombres 5 jours après les effondrements. Des zones de décombres étaient au-dessus du point de fusion de l'aluminium. Comment un building peut-il tomber et laisser des décombres aussi chauds, surtout quand les pompiers l'ont aspergé d'eau? L'éditeur du magazine Fire Engineering, l'ingénierie du feu, a été si dégoûté par l'enquête du gouvernement qu'il a écrit dans l'édition de janvier 2002 que l'enquête était une farce grotesque. L'armée et le FBI refusent toujours de rendre publiques les vidéos de sécurité qui montrent le crash du vol 77 sur le Pentagone. Pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à voir ce qui s'est passé? Ce sont là seulement quelques questions sans réponse sur les attentats du 11 septembre. Il y a aussi beaucoup de questions sans réponse sur le vol 93 qui s'est crashé en Pennsylvanie. La version officielle dit que moins de 2 douzaines d'Arabes ont comploté pour attaquer l'Amérique le 11 septembre. Mais même si seulement un des points de cette vidéo est vrai, alors le complot est beaucoup plus vaste que ne le prétend le gouvernement. Regardons maintenant de plus près quelques-uns des événements de cette journée. Commençons par observer l'effondrement du bâtiment numéro 7, un building à ossature d'acier de 47 étages. À 17h30 ce soir-là, ce building s'est écroulé en un tas de gravats. Voici une autre vue de cet effondrement. Et une autre. La personne qui a filmé la vidéo suivante a pointé sa caméra sur le building numéro 7 juste au bon moment.
Si vous n'avez jamais vu la démolition d'un vieux building, voici un extrait du DVD What a Blast qui montre comment les buildings sont détruits. Notez que la poussière provient de la base du building, comme avec le building numéro 7. De même, le bâtiment s'effondre très rapidement car les éléments sont en chute libre. Ils font souvent s'effondrer le milieu du building en premier pour tirer les murs extérieurs vers l'intérieur. Dans le documentaire America's Rebuilds de PBS, Larry Silverstein, le propriétaire du building numéro 7, explique ce qui s'est passé. Je me souviens avoir reçu un appel des pompiers depuis leur centre de commandement, me disant qu'ils n'étaient pas sûrs qu'ils pourraient contenir le feu. Alors j'ai dit, vous savez, nous avons déjà eu de terribles pertes de vie. La chose la plus sensée serait de le tirer. Et ils ont pris la décision de le tirer, puis nous avons regardé le building s'effondrer. La FEMA prétend qu'ils n'ont aucune idée des raisons de l'effondrement du building numéro 7. Silverstein prétend que le département des pompiers a démoli le building plutôt que de s'embêter à éteindre les feux. Cependant, cela prend plus de quelques heures pour mettre en place la démolition d'un gratte-ciel d'une telle structure. De plus, le building n'avait que de faibles incendies, les locataires n'ont pas eu la possibilité de sauver leurs biens, et la zone grouillait de sauveteurs à la recherche de survivants. Qui pourrait alors penser à démolir ce building pendant un tel désastre? Est-ce que ces points suspects sur ce building numéro 7 ne justifieraient pas une enquête plus approfondie? Dans les 3 jours qui ont précédé les attentats du 11 septembre, de riches investisseurs ont fait des placements louches sur lesquels ils ont parié que la valeur des actions de United et American Airlines s'effondrerait. Après les attentats, ils ont fait des profits en millions de dollars. Beaucoup de personnes assurent que ces investisseurs savaient que les attentats allaient avoir lieu et qu'ils en ont tiré profit. Qui étaient ces investisseurs? Des agences du gouvernement des États-Unis et d'autres nations ont commencé une enquête internationale pour déterminer qui étaient ces gens et s'ils savaient que les attentats allaient arriver. Cette enquête internationale a été lancée il y a 3 ans déjà. Nous attendons toujours leurs conclusions. Cela n'indique-t-il pas que quelqu'un a mis un terme à toutes ces enquêtes? Est-ce que des terroristes ont les moyens d'arrêter une enquête d'une telle importance, et dans des pays aussi différents? Les tours ne se sont pas simplement écroulées ou réduites en débris. Au contraire, comme le montrent les jets de poussière expulsés à grande vitesse des fenêtres, cette partie de la tour s'est désintégrée. Il y a un documentaire, 11 septembre, l'édition commémorative des vidéastes, disponible chez Blockbuster Video Stores. Il contient le film des 2 frères français qui filmaient les pompiers au World Trade Center. 2 pompiers qui ont témoigné sur l'effondrement des tours décrivaient à un autre pompier comment l'effondrement était similaire aux démolitions par explosifs. He started running, floor by floor, instead of popping out. It was if they had detonated. Yeah, detonated. They were planned to take down a building. Boom, 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 boom. All the way down. I was watching. Nous pouvons voir les explosions étage par étage sur cette vidéo. Un pompier à la recherche de survivants a été surpris. Comme on l'a dit plus tôt, une carte thermique des décombres a été créée 5 jours après les effondrements. La vue est une vue satellite des décombres. Bien sûr, les décombres devaient être plus froids 5 jours après qu'ils ne l'étaient le 11 septembre. De plus, les pompiers ont aspergé d'eau les décombres pendant ces 5 jours. Pourtant, une zone des décombres du building numéro 7 était au-dessus du point de fusion de l'aluminium, ainsi que dans les décombres de la tour sud. Rien de surprenant à ce que de la fumée sorte des décombres pendant des mois. Peter Tully, président d'une des compagnies engagées pour aider au déblayage des décombres, et Marc Loiseau, président de Controlled Demolition, dirent à l'American Free Press que l'acier avait fondu au fond des sous-sols des tours et du building numéro 7. Ces températures incroyables sont une preuve de plus que des explosifs ont été utilisés. D'après les scientifiques qui ont analysé les enregistrements sismiques, la tour nord s'est effondrée en 8 secondes. L'effondrement a commencé autour du 94e étage, près de cette femme. Cela veut dire que 94 étages ont été détruits à une vitesse moyenne de 10 étages par seconde. Si cette femme avait jeté une pièce métallique depuis le bord, elle aurait atteint le sol 8 secondes plus tard. La formule pour calculer cela est très simple, si l'on ne tient pas compte de la résistance de l'air.
94 étages par 3,66 m par étage égale 344 mètres. Divisez ça par 9,81 sur 2 et extrayez-en la racine carrée, vous obtenez 8,4 secondes. Cela signifie que la tour nord s'est effondrée aussi vite que tombent des objets quand l'air n'offre pas de résistance. Comment un gratte-ciel d'acier peut-il se désintégrer aussi rapidement ?